Bonjour, dimanche 23 juin 2024, dans une semaine précisément, nous retournerons aux urnes pour des élections législatives anticipées. 3 semaines pendant lesquelles les lignes politiques auront bougé comme elles n'avaient pas bougé depuis 2022. Et on va ouvrir le débat en direct sur France 3 Côte d'Azur autour d'une circonscription dont le député sortant tente de résister à ce séisme dans un département, les Alpes-Maritimes, bastion des Républicains en France. Bienvenue donc dans la 7e circonscription des Alpes-Maritimes, celle d'Antibes, Biot, Golfe-Juan, Bar-sur-Loup. Elle monte jusqu'à Cossol. Au total, près de 100 000 électeurs qui vont devoir dire si oui ou non ils reconduisent le député sortant, Éric Pauget. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté le débat sur le plateau de France 3. Vous êtes donc candidat Les Républicains, opposé à l'alliance de votre président Éric Ciotti avec le Rassemblement national. Face à vous donc, vous avez un candidat RN, Thierry Ferrand. Bonjour, merci d'être avec nous. Et contrairement à la circonscription voisine du Canet, par exemple, il vous faudra aussi affronter une candidate de la majorité présidentielle, Aline Abravanel. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes membre du parti Renaissance, enfin Arthur Meyer-Abatucci. Bonjour. Vous portez les couleurs du nouveau Front populaire. Vous êtes vous-même membre de la France insoumise. On rappelle que 4 autres candidats se présentent dans cette circonscription. Enzo Devasme, candidat d'hiver. Christian Pétard pour Lutte ouvrière. Marie-Lynne Sbirou pour Écologie au centre. Et David Quintella pour Reconquête. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette question existentielle. Pour qui vais-je voter dimanche prochain? Qui est le vrai candidat LR? Pour quelle gauche vais-je aller mettre un bulletin dans l'urne? Éric Pauget, sur les marchés, là où vous tractez, vous vous présentez comment auprès des électeurs? Candidat LR, mais dont le président Éric Ciotti est allié avec le Rassemblement national, qui a été exclu, mais qui ne l'est pas vraiment. Ça ne doit pas être facile, hein? Je pense que les Français aujourd'hui n'en peuvent plus des accords de parti et des alliances de politiciennes. Moi, je me présente comme le député de droite de cette circonscription depuis 2 mandats. J'ai été élu dans ces conditions en 2017, dans ces conditions en 2022. J'ai travaillé et moi, ce que je dis à mes concitoyens et à mes électeurs, choisissez l'efficacité. L'efficacité pour ce territoire et l'efficacité pour la France. Parce que moi, j'ai un bilan à l'Assemblée nationale, j'ai un bilan pour ce territoire et les gens me reconnaissent mon travail, quelle que soit leur sensibilité politique. Vous avez mis le sigle Les Républicains en bas à gauche de votre affiche, hein. Moi, j'ai toujours été fidèle à ma famille politique, même si on traverse une période difficile. Je suis pour des valeurs de droite, de la droite républicaine, une droite ferme, autoritaire. Je suis membre de la commission des lois, je travaille sur les sujets de sécurité, de justice, d'immigration, mais je suis fidèle à la droite républicaine. Alors on parlera de cette fracture qui traverse votre parti. Thierry Ferrand, vous êtes investi par le RN. Est-ce que vous vous considérez aussi comme le candidat d'Éric Ciotti et donc comme le candidat des Républicains, d'une partie des Républicains? Effectivement, nous sommes un parti, le RN, qui a gagné les élections européennes. À partir de là, nous avons tendu la main à un certain nombre de responsables politiques. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je représente l'Union de la droite. Cette Union de la droite qui part bien évidemment de Marine Le Pen, Jordan Bardella, Éric Ciotti, Marion Maréchal et Nicolas Dupont-Aignan. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un seul candidat d'Union de la droite et c'est moi. Vous disputez visiblement cette étiquette, les Républicains. Est-ce que vous la revendiquez auprès de vos électeurs? Non, je ne la revendique pas, mais je sais qu'effectivement que nous avons le soutien de Éric Ciotti qui a signé un accord national avec le Rassemblement national pour justement faire une alliance de gouvernement, pour gouverner demain la France avec Jordan Bardella comme Premier ministre. Les étiquettes, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Les étiquettes, c'est le passé. Aujourd'hui, nos concitoyens... C'est un repère quand même pour les électeurs. Oui, mais bon, il faut s'affirmer, il faut avoir des valeurs, il faut avoir des convictions. Moi, je l'ai dit haut et fort, je suis un homme de droite et je l'ai démontré. Mais la notion d'étiquette, qu'est-ce que les étiquettes dans l'avenir? Et puis deuxième élément, attention, une élection européenne, ce n'est pas une élection législative. Le vote de colère qui s'est exprimé au soir des européennes, ça ne sera pas la réalité au moment des élections législatives. Vous verrez qu'il y aura des surprises et des différences. Alors justement, on va revoir avec Aline Abravanel les résultats des précédentes élections législatives. On était en 2022, ça s'était joué entre Éric Pauget et le candidat à la majorité présidentielle à l'époque, c'était Éric Mel. 1200 voix d'écart entre vous deux au premier tour. Le RN ne faisait que 17% et Arthur Meyer-Abatucci, vous étiez juste derrière avec plus de 15% des suffrages au second tour. Éric Pauget, vous l'avez emporté avec 58,8% des suffrages. Cette fois-ci, Aline Abravanel, le contexte vous est beaucoup plus défavorable en tant que candidate de la majorité présidentielle. Pourquoi donc êtes-vous là, présente, alors que dans d'autres circonscriptions, on l'a dit, la majorité présidentielle n'a pas présenté de candidat face à des sortants LR en capacité de l'emporter? Eh bien, moi, je suis une personne qui est engagée dans ma ville depuis de nombreuses années au sein du conseil municipal. Je suis quelqu'un qui travaille à Sophia-Antipolis, qui vit à Antibes. Je ne vis pas de la politique. Je suis quelqu'un qui est engagé pour des valeurs d'écologie, des valeurs progressistes.
et je cherche des solutions qui font avancer et des solutions qui fonctionnent, sans me demander si elles sont de droite ou de gauche. Aujourd'hui, je pense que nos électeurs ont besoin de voir en moi la candidate de la raison face au comportement déraisonnable. Éric Pauget a eu un comportement déraisonnable en tant que député ? Écoutez, en tout cas, dans les circonscriptions où nous n'avons pas présenté de candidats face aux Républicains, c'était face à des Républicains qui étaient des députés sortants constructifs. A priori, je suis là, donc c'est que M. Pauget n'a pas dû avoir cette attitude constructive. Mais moi, j'assume de m'opposer à la politique de Macron. Hein. Vous êtes la candidate du président Macron, ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir, et ce pays est totalement abîmé d'un point de vue régalien, d'un point de vue des finances publiques et d'un point de vue institutionnel. La force poussée des extrêmes, on la doit au président Macron. Alors, je peux évidemment pas vous laisser dire ça, monsieur Pauget. Est-ce que vous validez le fait que j'ai ramené 17 policiers sur la circonscription ? Ce que je peux valider en tout cas, c'est monsieur Pauget, c'est empêché l'usine de Bâche-Fer au Bar-sur-Loup. Au cours de votre mandature, monsieur Pauget, ce que je vais valider, c'est que vous avez voté. Travailler avec des gens qui ne pensaient pas la même manière que moi. 71% des amendements du RN au cours de votre mandature. Et j'ai voté des lois de la Macronie, bien sûr. Moi, je suis un député libre et indépendant quand ça va dans le bon sens. Pour mes électeurs, pour ce territoire, je le vote. Je l'avais dit en 2017, je l'ai dit en 2022 et je l'ai pratiqué au cours des 2 dernières années. J'ai fait voter l'homicide routier avec des députés de la majorité et le RN m'a suivi. J'ai fait voter des amendements qui ont été consensuels. Il y a un site très précieux, datan.fr, que les téléspectateurs peuvent consulter, qui en effet montre que vous avez voté à peu près 70% des propositions de loi ou des projets de loi Renaissance ou Horizon. Ça veut dire aussi que... Mais quand ça va dans le bon sens. Ça veut dire aussi... Pourquoi ? Parce qu'on est dans une chapelle politique différente. Si c'est des choses qui vont dans le bon sens... Mais ça veut dire qu'Édouard Philippe a raison quand il dit qu'il faut créer une large coalition, un grand arc républicain à l'Assemblée nationale. Mais il existe déjà cet arc républicain, c'est celui que nous faisons depuis 2017 avec M. Macron. Et l'intérêt de nos concitoyens. Moi, mais c'est ce que j'ai dit en 2022, c'est ce que j'avais dit en 2017. Moi, j'ai toujours dit que j'étais un député libre. J'ai un corpus de valeurs de droite, mais quand ça va dans le bon sens pour mon pays, je le vote. C'est ça l'intérêt général qui nous rassemble tous. Et moi, je l'ai mis en œuvre dans le cadre de mon mandat de député. Alors, et pourtant, il y a des choses qui étaient très importantes et que vous n'avez pas votées. Vous n'avez pas voté l'arrêt de la taxe d'habitation, par exemple. Vous n'avez pas voté le versement automatique des pensions alimentaires. Et je ne le voterai pas, la taxe d'habitation. Vous n'avez pas voté le plan C'est une erreur d'accélération de majeure pour nos communes. Vous êtes conseillère municipale. Vous savez bien que la taxe d'habitation, c'est la ressource principale des communes. Elle a été compensée euro pour euro. Mais je vous laisse pas dire n'importe quoi, dans la situation budgétaire de notre pays, ça sera que ponctuel. Aujourd'hui, on a enlevé du pouvoir aux maires qui pouvaient se différencier par rapport à la fiscalité. C'est-à-dire que les communes sont sous tutelle de l'État pour financer des routes, des écoles, des policiers municipaux. C'est la plus grosse erreur qu'il ne fallait pas faire. Il fallait réduire l'impôt sur le revenu, il fallait réduire un tas d'impôts, mais pas la taxe d'habitation, qui est le seul impôt pour lequel il y a un service public de proximité. Et deux, ça crée une inéquité. Parce qu'aujourd'hui, dans nos communes, vous avez des gens qui sont des locataires qui ne payent plus d'impôts locaux, et vous avez des propriétaires sur lesquels toute la fiscalité locale repose. Parce que je vous coupe, mais c'est aussi dans votre intérêt. Vous êtes en train de consommer beaucoup de votre temps de parole. Un mot quand même à Arthur Meyer-Abatucci. Vous assumez d'avoir Jean-Luc Mélenchon sur votre affiche. Certains évitent soigneusement de l'afficher. Vous l'assumez, ça veut dire que vous assumez ses idées, vous assumez parfois même ses outrances. Vous assumez le fait que, par exemple, en France, l'antisémitisme est résiduel selon Jean-Luc Mélenchon. Alors déjà, je vais me présenter, puisqu'on est quand même sur une élection législative pour la 7e circonscription. Donc j'ai effectivement été investi par la France Insoumise, donc on voit le lien avec Jean-Luc Mélenchon, pour le nouveau Front Populaire. C'est pas moi qui non plus suis redevable de toutes les positions ou toutes les phrases de Jean-Luc Mélenchon, mais j'assume le fait que depuis 10 ans, il a pu relever la gauche de rupture avec le capitalisme, et qu'il ait pu la porter le plus haut possible. Hier, il a annoncé qu'il était prêt à devenir Premier ministre. Est-ce qu'en faisant ça, il n'est pas en train d'envoyer directement certains électeurs de Raphaël Glucksmann vers le parti de la majorité présidentielle ? Je pense qu'on verra plus tard. On peut s'en tenir à la formule d'Olivier Faure, qui serait que le premier groupe de gauche à l'Assemblée, dans le cas d'une victoire, proposerait le nom du Premier ministre ou de la Première ministre. Je vais quand même me présenter. Je m'appelle Arthur Meyer-Abatucci, j'ai 32 ans, je vis à Antibes, à côté de la gare,
J'étais déjà candidat en 2022. Nous avions réalisé le score de 15,58%, avec de très beaux résultats, notamment à Valbonne avec plus de 23%, ou encore au Bar-sur-Loup dans l'arrière-pays avec plus de 27%. À ce titre, d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les plus de 7000 personnes qui avaient voté pour moi en 2022. Il semblerait le 9 juin que Jupiter soit légèrement redescendu sur Terre et donc ait choisi de faire une dissolution, dont acte. On aurait préféré refaire une élection dans d'autres conditions. Effectivement, on peut comprendre la colère. Un respect de la voie démocratique. Hein. Oui, ça aurait peut-être laissé peut-être un peu de temps. Les conclusions nationales sur une élection européenne, c'est jamais arrivé sous la Ve République. Mais ça s'appelle jouer avec le feu et jouer à la roulette russe. Effectivement, le bilan est lourd. Plus de 3 000 milliards de dettes, une explosion des prix de l'alimentaire, par exemple, plus 62%. Un tiers de la dette a été généré par messieurs Sarkozy et Chirac. Ça, vous voyez avec M. Pauget, hein, je ne fais pas partie des LR ou de l'UMP. Mais donc oui, une augmentation par exemple de 62% des coquillettes, de 33% des tomates, 21 000 lits d'hôpitaux qui ont fermé en 7 ans, une explosion des factures d'électricité de plus 45%. Alors ça c'est très intéressant. On va rentrer du coup directement sur le fond. Vous parliez des prix de première nécessité. Si à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national, même s'il n'envisage pas de le faire immédiatement, décide de bloquer les prix sur les produits de première nécessité, est-ce que vous voterez pour cette mesure ? C'est une autre proposition de loi. Moi, j'avais compris que le RN, c'était plutôt par rapport à la TVA. Nous, en tout cas, oui, on va faire une proposition de loi pour bloquer le plus vite possible les prix des produits alimentaires de première nécessité, mais également les prix du carburant et ceux de l'électricité. D'ailleurs, Manon Bry était la seule à proposer la sortie du marché européen de l'énergie lors de la campagne toute récente des européennes. Donc il faut libérer du pouvoir d'achat. Ça suppose en fait de décréter un plan d'urgence sociale, d'augmenter le SMIC, et d'accompagner évidemment les TPE et les PME via un fonds de solidarité, d'abroger immédiatement les décrets d'application de la réforme chômage, de celle du RSA, d'abroger également les décrets d'application de la réforme des retraites que vous avez voté, M. Pauget, l'année dernière. Vous aurez sûrement l'occasion de vous en expliquer pendant ce débat. Cela suppose aussi d'augmenter le minimum vieillesse, qu'il n'y ait pas une seule retraite en dessous du seuil de pauvreté, et pour des retraités qui ont eu une carrière longue, d'avoir une retraite portée au nouveau SMIC, c'est-à-dire à 1 600 € net. La réforme des retraites, justement, parlons-en. Éric Pauget, vous, elle s'est invitée jusque dans votre permanence en mars 2023. Votre permanence avait été vandalisée. Elle a été taguée à 3 reprises et caillassée, cassée le jour du vote à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous tenez les Insoumis pour responsables ? Ah ben j'en sais rien. Ils n'ont pas laissé de carte de visite, mais bon, voilà. Après, je déplore cet état de violence dans une démocratie au sein de la République française qui est censée être une démocratie apaisée. C'est la première fois, en tout cas sur Antibes, qu'on en est arrivé à cette situation d'une vitrine cassée avec un pavé énorme qui a été lancé dans mon bureau parlementaire. Ce n'est pas une permanence électorale, c'est mon bureau parlementaire dans lequel mes collaborateurs travaillent. Les Insoumis n'ont absolument aucune responsabilité dans ces tags, ou je ne sais même pas d'ailleurs ce que c'était. On vous reproche beaucoup la brutalisation de la vie politique française. Est-ce que ça peut être une conséquence, même indirecte ? Il peut y avoir des gens en colère. En tout cas, pour ce qui est de la France Insoumise, nous prohibons et nous condamnons fermement la violence physique en politique. Et nous disons aux personnes en colère de nous rejoindre et d'aller convaincre autour de soi, via des tracts, des affiches, de faire campagne, de passer, l'expression démocratique passe par les urnes et en aucun cas par, je ne sais pas, des tags ou des pavés, même si effectivement le fait que cette réforme a été adoptée, elle a été refusée par 93% des actifs. Et qu'est-ce qui va se passer ? Qu'elle vole 2 ans de vie aux Français et aux Françaises. Donc le choix, à mon avis, est quelque part assez clair. On a bien compris. Qu'est-ce qui va se passer, oui, Thierry Ferrand ? Parce que l'abrogation de la réforme des retraites et le retour de la retraite à 60 ans ou 62 ans, c'était une des promesses du Rassemblement national. On a l'impression que ça n'est plus une priorité. C'est ce que Jordan Bardella a dit. La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, on verra dans un second temps. On ne parle plus non plus de l'exonération des impôts pour les moins de 30 ans. On a l'impression que tout ça fait pchit. Non, tout ça ne fait absolument pas pchit. Simplement, nous sommes des gens responsables. Nous avons compris que nous serons obligés de faire ça en 2 temps, puisque le président Macron va nous laisser une France en quasi-faillite. Je reprends certains chiffres, effectivement, c'est 1 000 milliards de dettes supplémentaires pendant, je dirais, les deux quinquennats, même pas d'Emmanuel Macron. Donc nous, effectivement, nous avons prévu en 2 temps, avec des urgences, sur le pouvoir d'achat, la sécurité de l'immigration. Dans un premier temps, nous comptons effectivement baisser la TVA sur tout ce qui est l'énergie, c'est-à-dire l'électricité, le gaz, le fioul, et
effectivement, à l'automne, si on parle du pouvoir d'achat, à l'automne, nous allons abroger effectivement la retraite. Donc la réforme de la retraite. Ce qui est certain, c'est que nous, dès le mois de juillet, pour les personnes qui auront commencé à travailler avant 20 ans et qui auront 40 annuités, pourront partir effectivement à 60 ans à la retraite. Le reste se fera après un audit, comme nous avons dit, parce que nous ne savons pas exactement ce que nous allons trouver. Les comptes publics sont publics par définition. Les comptes publics vous allez sont publics. sur le site du ministère des Finances, vous trouvez toutes les infos. Oui, on trouve toutes les infos, mais on se doute quand même qu'il y a quelques loups cachés. On sait qu'il y a des reports de dettes, on sait qu'il y a des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on préfère faire un audit et travailler sérieusement pour ne pas raconter n'importe quoi à nos concitoyens. D'ailleurs, à ce sujet, pour reprendre un peu ce que dit M. Pauget, M. Pauget, qu'il le veuille ou non, il fait partie de la Macronie et il n'a voté aucune motion de censure. Il va se retrouver demain marginalisé, puisque effectivement on parle de 3 blocs. La Macronie, elle est en face. Non, c'est vous, M. Pauget. Électoralement, on l'a en face. Vous faites partie de la Macronie, que vous le vouliez ou non, et on va se retrouver effectivement avec 3 blocs à la rentrée, c'est-à-dire c'est ce qu'on dit toujours aujourd'hui. Vous allez avoir un bloc avec un drapeau palestinien, un bloc avec un drapeau européen et un bloc avec un drapeau français. Voilà. Donc nous, c'est très simple. Nous, ce que nous souhaitons, c'est... Éric Pauget, vous serez où au sein de ces 3 blocs? Il ne sait pas où il va être, parce qu'effectivement, il sera au milieu de rien. Laissez-le répondre. Voilà. Je continuerai à siéger au sein d'un groupe de députés Les Républicains. Je ne veux pas me dissoudre dans le pouvoir de la Macronie, parce que je le répète, ils ont abîmé ce pays dans les grandes lignes. Et je ne veux pas non plus me dissoudre auprès d'un parti d'extrême, et notamment de l'extrême droite. Donc moi, je sais qu'on est un certain nombre de collègues, si on est réélu, on se retrouvera au sein d'un groupe de droite, les Républicains, indépendants et libres. Et la fracture est définitivement consommée avec Éric Ciotti. Vous lui avez parlé depuis sa décision. On va voir peut-être d'ailleurs à l'image les temps heureux pour vous lorsqu'il remportait l'élection à la présidence des Républicains. Vous étiez son porte-parole. Vous portiez ses idées. Bien sûr, Éric Ciotti est mon ami et on s'est parlé. Et il m'a fait part, je fais partie des quelques candidats auxquels il a fait part de son projet dans les quelques heures où il a pris sa décision. Et je lui ai dit, je ne partage pas cette vision. Moi, je ne m'allie pas avec un parti d'extrême droite qui n'a eu de cesse au cours des 50 dernières années de vouloir tuer la droite républicaine. C'est un problème de bon sens. Vous savez, moi, je suis commerçant, il y a du bon sens, j'ai les pieds sur terre. Donc, on peut faire le constat sur certains sujets régaliens et j'entends la colère des gens qui votent pour le Rassemblement national, c'est un vrai cri de colère. Et on doit y apporter une réponse. Mais je ne m'allie pas avec des gens qui n'ont eu de cesse que de vouloir nous faire disparaître au cours des 50 dernières années de la vie politique. Un mot quand même sur votre programme, Thierry Ferrand, qui nous concerne directement, la privatisation de l'audiovisuel public. On n'en entend plus trop parler non plus. Pourquoi vous qui dites vouloir défendre les services publics dans les campagnes, notamment au plus près des Français, pourquoi cette obsession de la privatisation du service public? Alors, de l'audiovisuel. Ce n'est pas automatiquement une obsession, bien évidemment. Mais effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de services publics qui ne font absolument plus leur travail de service public, avec des partis pris. Par exemple, je sais que certains de mes collègues députés qui ont bien travaillé, qui ont été très très sérieux, ne sont jamais invités sur certains services publics. Vous savez qu'on est au-delà des campagnes électorales réglementées et régies par les règles de l'Arcom. Hein. Bien sûr. Qui par ailleurs, dans le dernier appel à l'ordre, d'ailleurs, concernait plutôt une chaîne de radio privée, Europe 1. Oui, peut-être, effectivement. On parlait d'Europe 1, si vous voulez parler de CNews, on peut aussi parler de CNews. Mais moi, je pourrais pas vous parler de France Inter et d'autres qui, effectivement, pour moi, ne respectent pas... Qui invitent régulièrement les candidats et les porte-paroles de chaque tendance politique. Oui, mais pas toujours. En tout cas, moi, je peux attester qu'à France Télévisions et à France 3, il y a toujours eu cette pluralité qui a toujours été respectée. C'est ça. Au cours au moins des 20 dernières années où j'étais engagé en politique. Aline Abravanel, est-ce que vous vous préparez à voir défaire tout ce que la majorité présidentielle a fait ces dernières années au Parlement ? Eh bien, je ne le souhaite pas, évidemment, puisque je trouve que nos élus doivent avant tout respecter la démocratie et les lois qui ont été votées l'ont été par des élus légitimes. Et donc, je ne vois pas pourquoi nous devrions abroger des lois qui ont été votées. Évidemment, il y a des lois qui méritent des améliorations, des lois qui méritent d'aller plus loin sur l'égalité femmes-hommes, plus loin sur l'aide médicale d'État dans le cadre de la loi immigration. Ça, c'est une promesse que vous avez faite aux Républicains. Il y avait un engagement de la Première ministre Borne qui n'a pas été respecté par le gouvernement de Gabriel Attal. Et ça, c'est un vrai déni de démocratie parce que pour obtenir un vote à l'Assemblée nationale, je ne vais pas vous refaire l'épisode de la fin d'année 2023, il y a eu des engagements très forts du pouvoir en place qui n'ont pas été respectés. Alors aujourd'hui, la parole de ceux qui se revendiquent de la Macronie,
Vous me permettrez d'en douter. Nous avons aussi beaucoup de lois qui étaient en préparation dans la mandature précédente qui doivent être menées au bout, notamment la loi sur la fin de vie, la loi sur la simplification du millefeuille territorial, et des lois également qui sont à l'étude pour une meilleure applicabilité de la loi SRU, la loi sur les quotas de logements sociaux. C'est très important. Donc toutes ces lois doivent être soutenues pour être menées au bout. Il y a bien sûr dans nos propositions, dans notre programme qui est soutenu mis en avant par Gabriel Attal, des lois majeures que je soutiendrai personnellement de toutes mes forces, comme la mutuelle publique à 1 € par jour, le versement automatique des aides sociales pour lutter contre le non-recours et lutter contre la fraude sociale, et toutes les mesures de soutien aux entreprises qui aujourd'hui sont en grande difficulté pour retenir leurs talents, notamment sur notre bassin sophipolitain, et les propositions que nous faisons de soutenir des augmentations de salaire entre le SMIC et 2 000 €, donc sur des classes qui sont au-dessus du SMIC, par une modification des calculs de charges sociales, donc sans surcoût pour les entreprises, la possibilité de verser des primes jusqu'à 10 000 € sans charge ni impôt. Ce sont des mesures que je soutiendrai évidemment. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait au cours des 7 dernières années? Eh bien, nous avons commencé, nous avons fait beaucoup de choses. 7 ans que vous êtes au pouvoir et vous faites le constat comme si on était en 2017. Moi, j'ai l'impression de me retrouver face aux candidats En Marche de l'époque en 2017. Ça fait 7 ans que vous êtes aux commandes. Il ne vous a pas échappé qu'il s'est passé beaucoup de choses sur ces 7 dernières années. Vous parliez tout à l'heure de la dette. Actuellement, 70% de cette dette a été causée par les crises auxquelles nous avons dû faire face. Et moi, je suis persuadée, excusez-moi, que la gestion, que ce soit de la crise Covid ou de la crise ukrainienne, était bien mieux gérée entre les mains du président Macron. Vous êtes favorable à la position de votre président d'envoyer des troupes françaises en Ukraine? Entre les mains de Est-ce que l'envoi de troupes françaises en Ukraine, vous le cautionnez? Nous avons fait beaucoup de choses. On va essayer de se recentrer sur les enjeux de la circonscription antiboise, et notamment on a décidé de s'arrêter quelques minutes sur le logement, qui est un vrai souci quotidien des 100 000 électeurs de cette circonscription. Avec une question toute simple, loi SRU, stop ou encore cette loi qui impose 20 à 25% de logements sociaux dans les communes. On va commencer par Arthur Meyer-Abatouti. Merci. Alors, je vais aussi un peu rebondir sur ce qui a été dit juste avant, c'est-à-dire que j'aimerais quand même savoir, Monsieur Ferrand, si vous aviez le chiffrage du programme du RN. Je n'ai pas trouvé sur le site internet, vu qu'au moins vous avez donné quelques éclaircissements. Comment ? La moitié du vote. Moi j'ai regardé 200 milliards pour la LFI, 100 milliards pour le Front Nat. D'accord, ok, très bien. Même ça, Rassemblement national. Parce que nous, effectivement, c'est 200 milliards de dépenses pour 230 milliards de recettes. Et c'est un programme qui est quand même soutenu par Esther Duflo, prix Nobel de l'économie. À partir de quel salaire mensuel À partir de quel salaire mensuel, d'ailleurs, on commencera à payer? À partir de 4 000 €, les personnes paieront un peu plus de manière progressive. Et 92% des Françaises et des François Hollande, alors. Voilà, 92% des Françaises et des Français donc, qui nous regardent et qui gagnent moins de 4 000 € par mois paieront moins d'impôts. Donc, alors, un mot sur le logement. Si je peux juste, parce que je suis, non, parce qu'il nous reste 3 minutes. Oui, mais j'ai pas beaucoup parlé. Donc, vous n'aurez pas le temps de parler de logement, mais... Si, les prix des loyers ont augmenté de 15% en 5 ans à Antibes, Monsieur Pauget. Nous proposons, entre autres, le gel des loyers. C'est possible avec la loi Elan. Donc, de faire ce plafonnement. Il faut en finir avec la spéculation immobilière qui fait que les gens sont obligés, malheureusement, de fuir le littoral pour aller se loger ailleurs. Il y a un véritable problème de logement sur la Côte d'Azur. Pour ce qui est de l'égalité homme-femme que vous avez mentionné tout à l'heure, Madame Abravanel, il y a encore des inégalités salariales à Sophia Antipolis de l'ordre de 23,4% dans cette technopole, qui comprend quand même plus de 43 000 salariés. Ouais. On va essayer de se recentrer sur le logement. Thierry Ferrand, je voudrais vraiment qu'on parle de ce sujet qui, je pense, fait partie du quotidien des gens qui nous regardent. Thierry Ferrand, loi SRU. La loi SRU, effectivement, d'ailleurs, sur notre territoire, elle est complètement inapplicable, puisqu'on a calculé qu'effectivement, il faudrait en gros 17 années en construisant que des logements sociaux pour arriver au fameux 25% de la loi SRU. Donc c'est complètement inapplicable. Je crois qu'il faut redonner la main aux collectivités locales, aux maires, aux préfets, pour travailler avec du bon sens. On ne va pas ni changer les cours d'eau, ni changer la géographie. Donc effectivement, il faut retravailler là-dessus. Il y a des logements vacants, il y a ce qu'on appelle des dents creuses en immobilier. On peut construire
Et je pense que les pouvoirs publics devraient plutôt s'engager là-dedans. Vous êtes plutôt d'accord. Loi SRU, elle date de l'an 2000, elle est obsolète, elle ne tient pas compte des spécificités territoriales. C'est ça. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de logements intermédiaires pour la technopole de Sophia-Antipolis. C'est ce qu'on propose, nous, avec Jean Leonetti à Antibes. Et d'ailleurs, il y a un texte de loi qui était en préparation qui prévoyait d'intégrer dans les ratios de la loi SRU le logement intermédiaire. Ça, c'est majeur. Le texte de loi porté par Gabriel Attal, la majorité. Il y a des communes qui ne peuvent pas appliquer la loi SRU aujourd'hui. Tourette-sur-Loup, dans la Circo, si on applique la loi SRU, c'est 460 logements. C'est impossible par rapport à des choses qui n'existaient pas en 2000, c'est-à-dire Natura 2000, la préservation incendie, la préservation inondation. Donc, cette loi, elle est totalement obsolète et il faut l'adapter à la réalité du territoire. Bravanel, vous me disiez que, d'après vous, on avait déjà trop construit à Sophia. Alors, on fait comment pour construire plus de logements sociaux sans dénaturer l'environnement ? Eh bien, d'abord, la loi SRU, elle n'exige pas de construction. Elle peut permettre des réhabilitations de logements. Et c'est ce que nous proposons aussi de financer avec des réhabilitations sur les logements des classes moyennes. Et nous proposons aussi d'aider les jeunes des classes moyennes à l'acquisition par l'exonération des frais de notaire qui représente un pouvoir d'achat. Il n'y a pas d'injonction contradictoire. La loi SRU qui propose de construire et la loi zéro artificialisation des sols qui dit ne construisez pas. La loi SRU les maires sont complètement pris dans un étau. Être mesurée au niveau de l'agglomération et au niveau des communes. Et c'est la fin de ce débat. Il nous reste 20 secondes. Rendez-vous dans les urnes dimanche prochain. Les électeurs seront tranchés dans les urnes tout de suite dimanche en politique nationale avec Xavier Bertrand et Édouard Philippe. Très bonne après-midi sur France 3.